8h25 sur studiocalita.com. La musique que vous avez entendue tout à l'heure, c'était Recola Shanim Omer Adam. Pardon. d'Omer Adam, qui nous est présenté comme chaque matin par David Amara, notre technicien. Nous sommes avec Eliana Gurfinkel, Boker Tov, Shavua Tov, Eliana. Shavua Tov. Alors, de quoi allez-vous nous parler ce matin? Alors, donc, dans notre chronique, Un jour notre histoire. Alors aujourd'hui, ce matin, j'ai envie de vous parler d'un ange. Alors, vu la tête que vous avez fait quand je vous l'ai dit tout à l'heure, on va préciser qui était cet ange. Voilà, c'est ça. Je voulais savoir de qui il s'agissait, parce qu'il y a plusieurs anges. Alors, il y a 37 ans à la date d'aujourd'hui, le 11 juin, disparaît à Rome un grand homme. Auquel j'aimerais rendre hommage ce matin, qui était surnommé l'ange de Budapest. C'est un personnage d'aujourd'hui qui a choisi, face à l'infamie, de rester un mensch, un homme. Alors, je vais vous raconter son histoire. Donc, il s'appelle Ángel Sanz Briz, ce qui veut dire ange en espagnol. Voilà. Vous avez compris maintenant. Donc, il est né à Saragosse, qui est dans la province d'Aragon, dans le nord de l'Espagne, le 28 septembre 1910. Donc, pendant la guerre, il a une petite trentaine d'années. Et après avoir effectué des études de droit, il est admis en 1933 à l'école diplomatique espagnole. Peu de temps après avoir fini ses études, voici que la guerre civile éclate en Espagne. Il choisit son camp, celui des franquistes, et s'enrôle dans leurs troupes. Quand la guerre est finie en 1936, Sanz Briz retourne à la vie diplomatique et obtient sa première affectation comme chargé d'affaires au Caire. Alors que la Seconde Guerre mondiale éclate, l'Espagne, elle, choisit une position bien particulière. Elle est alliée de l'Axe, mais Franco décide de rester neutre pendant la guerre. En 1942, notre ami Sanz Briz épouse Adela Quijano et quelque temps après leurs noces, il reçoit sa nouvelle affectation, la capitale de la Hongrie, Budapest. Budapest qui, pour le moment, n'est pas en guerre, n'est-ce pas ? Et en mars 1944, Sanz Briz, qui est donc à Budapest, voit le pays tomber aux mains des Allemands. Son existence tranquille de chargé d'affaires change complètement. Alors qu'Adolf Eichmann vient en personne superviser les plans d'extermination de la communauté juive du pays, c'est environ 750 000 personnes qui vont être tuées. Sanz Briz, lui, il prend note de tout ça et dès le début de l'occupation, il envoie des notes à ses supérieurs au ministère des Affaires étrangères espagnol. Il écrit par exemple, voilà, les Juifs maintenant ne peuvent plus quitter leur domicile plus que 2 heures par jour et que pour des raisons d'activité publique ou bien faire des achats. Les Juifs n'ont pas le droit de communiquer à travers les fenêtres. Dans les abris, il y a une place pour les Juifs séparée de celle des autres. Les Juifs ne peuvent que monter en seconde classe dans le tram et il est interdit de donner refuge aux Juifs. Bien entendu, toute cette liste, ce n'est rien par rapport à ce qui va vraiment se passer malheureusement pour les Juifs hongrois. Indigné des plans des nazis, Sanz Briz décide d'agir. Il obtient du gouvernement espagnol la permission de fournir des documents espagnols aux juifs séfarades qu'il pourrait trouver et de négocier avec les autorités hongroises la mise à l'abri de ces personnes. Pour faire cela, il exhume le décret de 1925 du président du directoire militaire Miguel Primo de Rivera, donc cette espèce de dictateur avant l'heure, qui était un profond ami des Juifs. Il avait permis à tout Juif séfarade de demander la nationalité espagnole, donc on parle là dans les années 1920. Bien que ce décret ait expiré en 1931, Sanz Briz, il l'utilise et de cette façon, il réussit à protéger la vie d'environ 5200 juifs. Il va d'ailleurs tout faire pour en sauver le maximum. Alors, il use de son influence, de ses contacts, de son argent personnel avec lequel il corrompt le responsable allemand de la région de Budapest, le Goletier. Il va même se servir des fonds de l'ambassade pour louer des bâtiments qu'il baptise annexes de la légation espagnole où il va faire transiter les juifs. Dans le livre España y los judíos en la Segunda Guerra Mundial, donc l'Espagne et les Juifs durant la Seconde Guerre mondiale, il décrit lui-même les méthodes qu'il utilisait. J'obtiens que le gouvernement hongrois autorisa la protection par l'Espagne de 200 Juifs séfarades. Par la suite, le travail fut relativement facile. Les 200 personnes qui m'avaient été accordées, je les ai transformées en 200 familles et les 200 familles se multiplièrent indéfiniment. Il suffisait de ne pas fabriquer de sauf-conduit ou de passeport en faveur de juifs qui portaient un numéro supérieur à 200, tout simplement. Ainsi, des 5200 juifs dont la vie put être sauvée, seuls 200 environ étaient vraiment d'origine séfarade. C'est quand même extraordinaire ce qu'il a fait. À la fin de novembre 1944, le gouvernement espagnol, devant la chute imminente de Budapest aux mains de l'Armée rouge, donc on rappelle, le gouvernement espagnol, ce sont des franquistes, ils n'aiment pas forcément l'Armée rouge, lui ordonne de quitter son poste et de passer en Suisse.
Giorgio Perlasca, qui est un ancien combattant de la guerre civile espagnole du côté franquiste et qui est un citoyen d'honneur espagnol bien qu'il soit italien, qui avait déjà aidé Sainsbury's dans son action pour protéger les Juifs, continue le travail en utilisant des papiers d'identité espagnols qu'il avait contrefaits lui-même et dans lequel il prétend tout simplement être le consul d'Espagne à Budapest. Perlasca obtient que les Juifs espagnols, à nouveau, soient mis à l'abri jusqu'au 16 janvier 1945, jour où les Soviétiques entrent à Budapest. En fait, on ne va jamais vraiment entendre parler de Sainsbury's parce qu'il va continuer sa carrière diplomatique. Il va être envoyé à San Francisco, à Washington, à Lima, à Berne, à Bayonne, au Guatemala. Jusqu'à ce que... Non, il termine sa vie en 1976. Il est envoyé à Rome comme ambassadeur d'Espagne auprès du Saint-Siège. Il meurt là-bas en 1980. Et c'est Yad Vashem en fait qui va le rechercher et en 1966 on va lui donner son titre donc de juste parmi les nations, mais lui en fait il va jamais s'en vanter. Il va considérer qu'il a fait la chose qu'il fallait faire. Et voilà, donc c'est cet ange qui a permis de sauver des milliers de Juifs, grâce à un chiffre réduit de 200 personnes. Et c'est son histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui, puisqu'il est mort il y a 37 ans, c'est ça, à Rome, un 11 juin. Voilà. Eh bien, merci Eliana Gurfinkel de nous avoir permis de découvrir cette figure de l'ombre, on va dire, mais qui a beaucoup aidé la communauté juive. Voilà, on le surnommait aussi le Schindler espagnol parce qu'il a fait quelque chose de très similaire en fait à ce que Schindler a fait. Voilà. Effectivement, merci beaucoup Eliana Gurfinkel pour cette chronique. Un jour, notre histoire. Nous allons marquer encore une fois une page musicale et nous nous retrouvons dans quelques minutes pour la revue de la presse et des médias israéliens.